Question d'islam par Ghalib Bencher. Aujourd'hui, nous parlons de géostratégie, de rapports internationaux, de relations entre les nations, avec l'élément islamique comme argument, comme otage, comme aussi justification de ces rapports. Et pour aborder ce sujet, j'ai plaisir à recevoir le professeur Mustapha Benchenan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous éclairer par vos propos, vous qui êtes politologue, psychologue aussi. Vous avez cette double formation en sciences politiques, vous avez un doctorat d'État et en psychologie aussi, et vous êtes surtout un contributeur régulier de la revue de la Défense nationale. La toute première question, et en guise d'entrée en la matière, comment se fait-il que lorsqu'il s'agit des rapports entre les pays dits occidentaux ou même le reste du monde, on parle de nations séparées, quand il s'agit du monde musulman, on le prend in globo, alors que les disparités, les dissensions, les frictions au sein de ce monde sont si criantes et criardes, d'aucuns parleraient volontiers d'un essentialisme réducteur. Comment peut-on sortir déjà de cette grille de lecture d'emblée? Il y a beaucoup d'ignorance de la part de certains occidentaux qui parlent du monde musulman comme étant un monolithe. Or, ce n'est pas le cas. Le monde musulman, quand je l'évoque par écrit, je mets toujours des guillemets. Et la réalité de cette zone qui va de l'Atlantique jusqu'à Kaboul et Peshawar, jusqu'à l'Indonésie, etc. La grande caractéristique de ce qu'on appelle le monde musulman, c'est la fragmentation. C'est extraordinairement fragmenté, divisé, et j'ai à l'esprit l'approche qui a prévalu à l'époque de Bush Junior. Monsieur Bush avait été inspiré, si je puis dire, par les penseurs du courant néoconservateur, et il a parlé de Greatest Middle East, le Grand Moyen-Orient. Et qu'est-ce que c'est que le Grand Moyen-Orient pour les néoconservateurs et pour Monsieur Bush? C'est une zone qui va de Nouakchott jusqu'au Pakistan, jusqu'en Afghanistan. Et pour eux, c'est la même chose. C'est un bloc, c'est un monolithe. Et ils ne faisaient aucune distinction, ils n'introduisaient aucune nuance dans leur approche, ce qui révèle une ignorance terrible, avec des conséquences très graves, parce que ils postulaient que le monde musulman était donc un monolithe, que ce monde musulman était plongé dans le statu quo et l'immobilisme, qu'il était producteur de terrorisme, et que pour venir à bout du terrorisme, il fallait le démocratiser. Et le démocratiser, s'il le fallait, par la force. Donc ça a donné les guerres en Irak à partir de mars 2003, et ça a donné la guerre aussi en Afghanistan, qui dans un premier temps était une guerre de légitime défense, après les attaques contre les tours jumelles en septembre 2001, et qui s'est transformée ensuite en combat, en guerre, pour imposer la démocratie en Afghanistan. Donc on voit les ravages provoqués par cette approche erronée, et notre rôle, nous qui sommes dans la recherche, donc forcément dans l'analyse et non pas dans l'émission d'opinion. Ça c'est très très important. Beaucoup de gens ont des opinions sur tout et sur n'importe quoi, mais notre rôle à nous, c'est d'être en mesure de proposer des analyses. Et je ne cesse de dire que l'approche occidentale mériterait d'être plus que nuancée. Oui, alors vous avez dit que ce monolithe est une vision erronée des choses, certes, et que la distance culturelle entre un musulman de Rabat et un musulman de Peshawar est abyssale, et que cette région du monde serait ou est productrice de terrorisme. Il n'empêche aussi que c'est une réalité que la terreur sévit dans cette région du monde. Alors oui, il y a du terrorisme dans ces régions et partout il y a des extrémistes qui se réclament de l'islam pour recourir à la violence la plus extrême.
Mais est-ce que l'islam, comme le disent certains, induit la violence? Est-ce que l'islam induit le terrorisme? À cette question, moi, je réponds non. Parce que on peut considérer qu'il y a d'autres causes de nature sociologique, économique, psychologique, culturelle, et l'islam n'incite pas les musulmans à aller se transformer en kamikaze. Moi, je n'ai jamais trouvé dans le Coran ou dans les hadiths une incitation au recours à la violence aveugle contre des innocents et le procédé du kamikaze. Alors, vous savez, au 19e siècle, et ça, Camus l'avait noté dans L'Homme révolté, dans les années 1890, il y a eu 1000 attentats terroristes en Europe. Et cette même année, il y en a eu 500 aux États-Unis. C'était des attentats terroristes faits par des anarchistes. Donc toute période génère ou produit de la violence, et cette violence a besoin d'un habillage, que ce soit un habillage idéologique ou un habillage religieux, mais les causes profondes, il faut les rechercher sans doute ailleurs. Donc votre lecture, c'est plus une islamisation de la radicalité que la radicalisation de l'islam, pour revenir à un débat récent et qui perdure toujours. Eh bien, cette approche est celle d'Olivier Roy. Et versus oui, l'approche de Gilles Kepel, mais bon. Mais je ne suis pas loin d'être d'accord avec cette approche, parce que moi je le dis et je l'écris, quand on tue des innocents, quand Mera tue un enfant à la sortie d'une école, là on n'est plus ni dans la religion ni dans la politique. On est sur un autre registre irrationnel de folie meurtrière. L'islam n'a jamais incité ou donné cette inspiration à des gens qui usent de la violence d'aller tuer une petite fille à la sortie de l'école. Oui, alors nous avons eu l'occasion à ce micro et sur cette antenne de débattre de ces questions et d'y revenir. Est-ce qu'on peut ou on doit se prévaloir de données révélées pour commettre l'irréparable ou pas? Votre réponse est non, certes. Comme Monsieur Islam n'existe pas, donc on n'a pas aussi une seule doctrine, il y a plusieurs lectures. Nous aurons l'occasion, encore une fois, d'y revenir. Ici et aujourd'hui, c'est pour parler de comment l'élément islamique a été pris en otage ou, pour certains, idéologisé dans les rapports internationaux. Et comment, à titre d'exemple, vous qui avez évoqué le Moyen-Orient, maintenant au Proche-Orient, donc on restera un peu plus, cet élément est présent, puisqu'on nous dit, les faiseurs d'opinion, les relayeurs d'opinion, que il y a un tel antagonisme entre les deux confessions, et on oublie la troisième, entre les sunnites et les chiites, que de fait, la religion islamique se trouve au cœur encore d'un conflit sanglant au Proche-Orient. Alors prenons au mot cette approche, qui consiste à dire que l'habillage religieux qu'adoptent ces gens qui ont recours à la violence correspond à une réalité. Cette réalité de l'antagonisme chiite-sunnite. Alors, chiite-sunnite, en antagonisme, à la rigueur, on pourrait soutenir cette approche et cette thèse s'agissant du Proche-Orient. Mais si on prend l'exemple de l'Algérie, la décennie 90, où il y a eu une utilisation de la violence la plus extrême, la plus indescriptible, la plus aveugle. En Algérie, il n'y a pas de chiites. Les Algériens sont musulmans et 100% sunnites. Et c'est pourtant, dans l'ensemble de ce qu'on appelle... la frange ibadite, mais ça, oui, elle n'a pas été impliquée dans la décennie noire. Voilà. Ce que j'appelle, moi, ce conflit interne à l'Algérie, certains l'appellent guerre civile, d'autres l'appellent guerre contre le terrorisme. Il y a eu un conflit interne. Et les Algériens sont sunnites. Alors, il n'y a pas d'antagonisme sunnite-chiite. Quant au Proche-Orient et Moyen-Orient, le chiisme est représenté principalement par l'Iran. Et moi, je me suis souvent interrogé en me disant, est-ce que ce ne serait pas plutôt l'habillage